vous êtes sur RTL. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bonsoir, je suis Cécilia Como, je suis psychanalyste, thérapeute de couple et sexologue et j'ai le grand plaisir de remplacer Caroline Dublanche à ce micro pendant qu'elle prend encore quelques jours de repos. Et j'en profite pour souhaiter d'excellentes vacances à Sabine Caligari qui vous a accompagné tout le mois de juillet. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour 2 heures de direct, durant lesquelles je vous invite à libérer votre parole, puisque la parole soulage, apaise, et que de nombreuses études la qualifient de source de bien-être. Je vous propose donc de me rejoindre sur l'antenne d'RTL afin qu'ensemble nous puissions échanger, partager vos histoires, vos ressentis ou vos questions dans un climat de confiance et de bienveillance, sans jugement et sans tabou. Nous sommes fin prêts pour vous accueillir. Nous, c'est l'équipe de Parlons-nous. Sarah et Théo vous accueillent au standard d'RTL au 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local pour recevoir vos témoignages. Et je salue Oriane Leport qui est aux manettes pour la réalisation de cette émission. Nous n'attendons plus que vous, alors n'hésitez pas à pousser la porte d'RTL et venez discuter avec moi. Bonsoir Maya. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien et je suis ravie de commencer avec vous Maya. C'est vrai ? Oui. Parce que je suis un peu impressionnée en fait. Je vous en prie, non, je vais vous aider. Donc racontez-moi. Tout a commencé il y a 1 an. Oui. Pas tout a commencé il y a 1 an. Il y a 1 an, mon conjoint m'a demandé de partir de la maison. Donc c'était très compliqué parce que j'avais un tout petit salaire. Parce que Maya, vous habitiez chez lui, c'était chez lui ? En fait, non, la maison était à nous deux. D'accord. Ça faisait 22 ans qu'on était ensemble et j'avais droit à rien. Enfin, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que comme il allait payer toutes les mensualités, parce il a un très bon salaire. Oui. Et donc, l'idée était la suivante. Pour vous recycler, en 2008, j'ai décidé de monter ma boîte de graphisme et ça marchait pas super. D'accord. Donc en fait, je me suis complètement pliée sur lui, en fait. Pliée, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'étais son ombre. D'accord. Je vivais à travers lui. Et il y a 5 ans de ça, j'ai perdu ma mère. Je l'ai accompagnée dans la mort. C'était assez compliqué. Pendant 1 mois et demi, elle est restée vivante, mais elle était dans un hôpital de fin de vie. D'accord. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais je ressentais sa peur de la mort, en fait. Et elle me disait qu'elle ne voulait pas mourir. Ça a été très, très dur. Oui. Et je suis tombée dans l'alcool. Oui. Parce que j'étais déjà pétrie d'angoisse et d'anxiété. Et vous étiez seule à ce moment ? Enfin, vous étiez seule. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez quelqu'un pour en parler de ce que vous viviez aux côtés de votre maman ? Non, je n'étais pas suivie. D'accord. Et avec votre compagnon, vous n'en parliez pas non plus ? Lui, il gérait les enfants. D'accord. Vous avez combien d'enfants ? 2. D'accord. Et lui, il est parti en vacances avec les enfants, pour pas les priver. Et moi, quelque part, ça m'a soulagée pour pouvoir passer le mois d'août avec elle. Et, oui, lui consacrer du temps. Alors, par contre, il lui en veut beaucoup parce qu'il dit que c'est du chantage affectif qu'elle m'a fait, en fait. Elle, je sais pas comment dire, j'aimerais tellement vous retracer ça, mais chronologiquement parlant, Mais on a un peu de temps, Maya. Si c'est plus facile pour vous de le faire chronologiquement, faites-le comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, l'alcool, je l'ai découvert en 2008. Oui. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai pris de l'alcool dans la journée seule. Je manquais de créativité. Je me suis dit, un petit verre de whisky, ça va m'aider. D'accord. Et puis après, de fil en aiguille, ça a enchaîné. J'ai rencontré quelqu'un qui tenait un bar. On faisait la fête tous les vendredis soirs. Bon, l'alcool était présent. Mais je suis vraiment tombée dans l'alcool à la mort de ma mère. Oui. Mais où je buvais mon litre de vin par jour. Alors, j'étais pas saoule à tomber par terre sous la table. Oui. Mais je contrôlais. Et il y a 5 ans, donc, ma mère décède. Donc, ça a été très compliqué pour moi. Parce que mon père a rien géré et que moi, j'ai tout géré. Vous n'aviez pas de frères et sœurs ? Si, j'avais une sœur, mais elle habite en Suisse, donc c'était compliqué pour elle. Enfin, elle venait, puis elle était perdue aussi. Donc, on était tous perdus. Donc, c'était super. Qu'est-ce qu'elle a eu, votre maman ? Un cancer généralisé. Un cancer du sein mal diagnostiqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la biopsie au bon endroit. D'accord. Et
Et donc, mon ex-conjoint me reproche cette période-là, il y a 5 ans. Oui. Et j'étais tellement pétrie d'angoisse, etc., que c'est devenu mon médicament. Donc moi, j'ai été hospitalisée 2 fois en psychiatrie. Pour l'alcool? Alors, c'était... En fait, première fois, c'est que j'avais vraiment besoin de repos. Oui. Et donc, c'était après la mort de ma mère. Et la deuxième fois, j'avais pris trop de médicaments et je voulais juste planer, quoi. J'ai jamais eu envie de mourir. Enfin, là, récemment, oui, mais c'est... Et on m'a diagnostiqué bipolaire. Alors, chose que je ne conçois pas parce que j'ai jamais fait de crise maniaque, en fait. Je me sentais volée, planée, etc. Oui, mais parce que vous savez, Maya, que dans la bipolarité, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a plusieurs sortes de bipolarité. Oui. Je crois qu'il y en a 7 à peu près. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et il y en a une, entre autres, qui ne présente quasiment pas de phase maniaque. Et effectivement, c'est très difficile à diagnostiquer parce que très souvent, d'abord, c'est diagnostiqué comme une dépression. Et puis, beaucoup de gens font ce que vous faites, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'auto-médicamentent au travers de l'alcool ou d'autres produits. Oui. Et du coup, on a beaucoup de mal, finalement. Ils ont beaucoup de mal. Et c'est vrai que les médecins aussi sont peut-être parfois moins attentifs à cette forme particulière de la bipolarité. Oui, alors, je suis bien suivie. Hein. J'ai un psychiatre pour la postologie, oui. J'ai une psychothérapeute pour m'aider à avancer. D'accord. Aujourd'hui, je me sens très seule. Je l'aime encore. Alors, il m'apportait un confort matériel, une situation sociale. Et comme j'y vais dans son ombre, en fait, je n'avais rien à faire. Oui. Et ça a été très violent quand il m'a annoncé qu'il voulait se séparer. Et pour quelles raisons est-ce qu'il a invoqué des raisons sur... Oui, que je restais sous mon lit, que je faisais rien, que je suis tombée dans l'alcool, que... D'accord. Donc vous voyez déjà à ce moment-là, je pense qu'il y avait un peu une réponse alcoolique à une maladie, la bipolarité, et que personne s'en est rendu compte en fait. Tout à fait. C'est vrai que quand on a posé un diagnostic, ça expliquait pas mal de trucs. Bah oui. Sauf que comme j'ai pas fait, parce que mon problème aujourd'hui, c'est que j'aimerais faire de l'EMDR. Oui. Et que ma psychiatre me le déconseille, quoi. Mais alors, juste pour les auditeurs, je vais expliquer le MDR. Alors, le MDR, attention, c'est un nom un peu barbare. C'est Eyes Movement Desensitivation Reprocessing. Alors, en français, ça donne surtout désensibilisation par la reprogrammation et ça se fait par les mouvements oculaires. Mais en fait, c'est un traitement sensoriel pour activer en fait la bilatéralité du cerveau. Donc il y a des gens aussi qui le font par les petits tapotements, on appelle ça le tapping. Et c'est vrai que le plus connu... Qui ressemble un peu à l'EFT du coup. Ouais, et le plus connu c'est par les yeux. Oui, alors si votre psychiatre vous le déconseille, c'est parce qu'effectivement le MDR, qui fonctionne bien sur les stress post-traumatiques, en revanche, n'est pas conseillé à cause justement, je pense, de cette activation bilatérale du cerveau sur des maladies comme la bipolarité. Oui, elle a peur que les angoisses reviennent encore plus. Ouais. Donc on est très vigilants. Le résultat de ma situation de séparation, c'est que, en fait, moi, il m'a racheté les parts de ma maison, donc j'ai pu m'acheter un appartement. D'accord. Donc j'ai un toit sur la tête. Par contre, quand je commence des boulots, ça continue pas parce qu'il me trouve trop stressée. Alors j'ai aussi le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que je passe très bien en entretien. Oui. Ce qui épate ma psychothérapeute qui me dit que d'habitude dans les entretiens d'embauche, c'est ce qui est le plus pénible. Oui. Et c'est après en fait où le syndrome de l'imposteur arrive et que je me dis mais merde, s'ils m'ont engagée, est-ce que je me suis vraiment vendue pour ce que je sais faire ou pas? Vous avez l'impression qu'ils vont découvrir finalement vous n'êtes pas à la bonne place? Exactement. Oui. Et vos enfants, Maya, vous avez 2 enfants, vous m'avez dit. Oui. Donc, vous en avez la garde, c'est une garde alternée, comment ça se passe? Garde alternée. Une semaine? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et quand vous êtes avec eux, comment ça se passe? Est-ce que vous sentez moins l'isolement? Moins l'isolement, certes. Par contre, ils n'aiment pas l'appartement. Moi, j'aime pas l'appartement. Je l'ai pris par convenience pour pouvoir... parce qu'ils étaient proches de leur père et de leur lycée. D'accord. Mais personne n'aime ces appartements, en fait. Mais peut-être aussi parce peut-être qu'ils l'aiment pas parce qu'ils ont aussi senti que vous ne l'aimiez pas, cet appartement. Ah, mais je pense que ça doit être très très difficile pour les enfants d'avoir une maman malade. Ma fille qui a 18 ans, j'ai de la chance d'avoir des enfants qui ont les 2 pieds sur terre. Oui. Et ma fille qui a 18 ans, oui, elle comprend pas mes angoisses parce que en fait,
je peux analyser une situation avec angoisse. Mais quand mes angoisses sont là, c'est tellement dur à contrôler. J'ai tellement besoin d'être rassurée que je vais répéter 3 ou 4 fois la même chose pour être sûre de... Et par exemple, je vous donne un exemple, j'ai eu un boulot qui me plaisait beaucoup. Oui. Et une journée, je suis restée seule. J'ai appelé 18 fois ma collègue. Non, mais c'est un truc de malade mental. Hein. Non, mais oui, mais parce que Maya, vous voyez que là, en fait, c'est assez typique des angoisses aussi quand même. Hein. C'est qu'il y a une compulsion répétitive et qu'effectivement, c'est pas, vous n'avez pas seulement besoin d'être rassuré, c'est aussi une manière un peu qui fonctionne pas forcément ou qui épuise un peu les autres, effectivement, de faire taire l'angoisse. Or, les angoisses de ce type-là, elles sont vraiment très tenaces. Et donc, il y a quelque chose d'assez obsessionnel, en fait, à faire. Tout à fait, c'est compulsif, Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que votre psychiatre, est-ce qu'elle vous a donné, ou pas, hein, un traitement pour calmer ça ou pas ? Oui, j'ai des antidépresseurs et des anxiolytiques. D'accord. Et alors, quand vous prenez vos anxiolytiques, malgré tout, ce type d'angoisse... C'est pour ça que je vais la revoir le 21 et que je vais lui demander si le traitement est bien adapté, parce que je suis un peu perdue. J'ai encore des angoisses, en fait. Oui. Elles sont encore là. J'ai une amie qui prend des anxiolytiques, mais pas régulièrement. Elle me dit qu'elle plane, elle, quand elle les prend. Moi, ça me fait pas planer du tout. Ça m'enlève pas la boule, quoi. Ouais, donc c'est peut-être ça, déjà de rediscuter de votre traitement avec votre psychiatre pour cibler quelque chose qui serait à même de calmer ces angoisses ou tout simplement de faire qu'elles n'apparaissent pas, parce qu'il y a des médicaments, et même sur les antidépresseurs, il y a des antidépresseurs qui ciblent comme ça l'anxiété massive. Mais il y a aussi une forme de thérapie, alors justement, si c'est pas EMDR, c'est les thérapies cognitivo-comportementalistes, qu'on appelle les TCC, bon, c'est que des acronymes, je suis désolée, mais qui fonctionnent plutôt bien, Maya, sur les gens qui ont des troubles compulsifs comme ça, et qui sont envahis, parce que c'est vraiment un envahissement complet de l'appareil psychique par ce type d'angoisse. Ça marche plutôt bien. Ça s'est amplifié du fait de la séparation. Oui. Parce que quand j'ai été hospitalisée la 2e fois, une fois je l'ai appelé 14 fois et il m'a dit un truc très juste, il m'a dit je ne suis pas un médicament. Ouais. Mais c'est ça, Maya, c'est que en général, quand on a ce genre d'angoisse compulsive, c'est que les gens s'arrangent pour trouver quelqu'un, alors soit un compagnon, soit un meilleur ami, un frère, pour en faire finalement celui qui est un peu la boussole. Qui désamorce. Voilà. Alors que, ce qui pourrait être intéressant dans une thérapie cognitivo-comportementale, c'est que vous allez apprendre à compter sur vous et à pouvoir finalement être votre boussole. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, même si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, il va y avoir cette demande sous-jacente. C'est-à-dire que vous avez besoin que quelqu'un prenne soin de vous, mais sur un mode assez particulier, effectivement. Et donc, ça peut poser problème. Alors que si vous apprenez des techniques, parce que ce sont des techniques, c'est pas vaporeux, les TCC, c'est plutôt extrêmement concret. Si vous avez des techniques à utiliser, l'idée c'est de pouvoir vous rassurer vous-même. Alors c'est ce que m'a dit un psychologue qui est très fine. Parce que j'étais suivie par un psychologue avant et j'étais très en colère contre lui. Il parlait beaucoup d'argent, puis en fait il parlait pas, il dialoguait pas, et moi j'ai besoin de dialogue. Oui. Et une fois j'ai une crise d'angoisse comme ça qui est venue très aiguë et elle m'a dit vous n'êtes pas un bébé en détresse. Alors on a analysé la chose. Oui. Ce manque, parce que les angoisses c'est un manque de confiance en soi. C'est juste ça, je me fais pas confiance, donc du coup j'angoisse, etc. Oui. Ma mère a fait je pense qu'elle a fait une très grosse dépression à ma naissance. Pourquoi vous dites je pense ? Parce qu'elle m'a dit, quand j'ai eu ma fille, elle m'a dit je me rappelle de rien. D'accord. Et c'était très dur parce que je venais d'avoir un enfant, normalement il y a une espèce de passation, en fait, c'est très féminin. Oui, vous vouliez des conseils. Et un jour elle m'a dit c'était très dur avec toi. D'accord. Mais elle n'en a pas dit plus. Elle n'a pas dit. Mais de toute façon ma mère elle disait pas plus, c'est une pâquerette, je suis une enfant non voulue. Alors on est des tonnes, je suis pas mais j'arrive à analyser logiquement les choses, vraiment. Et on est des tonnes comme ça, sauf que moi, ça m'a vraiment marqué parce que je l'ai appris à l'âge de 9 ans. Comment vous l'avez appris ?
On était au restaurant, mon père, je me rappelle très bien que mon père buvait du rosé, et c'est mon cousin un an plus grand que moi qui a demandé à mon oncle, Oui. qui lui a dit est-ce que je peux lui dire? Et mon oncle a dit oui. Et il m'a dit de toute façon ça t'était pas voulu et c'est mon père qui t'a sauvé. Et comment est faux, ça? hein. D'accord. L'histoire est fausse parce que j'en ai rediscuté avec mes parents. Oui. Mon père m'a expliqué que quand j'ai été chez le médecin pour l'avortement, il a dit à ma mère que c'était la plus grosse connerie qu'ils allaient faire. Et mais ça m'a vraiment fragilisée, mais ça m'a détruit toute mon adolescence. Bah oui, parce que dans le même temps, vous apprenez donc que votre maman avait été prendre une consultation avec un médecin pour avorter. Tout à fait, oui. Est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi elle se sentait pas Oui. Oui. Et c'était une pâquerette, ma mère. Hein. Elle m'a dit. Alors, excusez-moi, hein, Maya, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je trouve ça hyper joli, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça va dans le vent, ça se tourne par rapport au soleil. Ah, exact, d'accord. Ok, comme un tournesol. Exactement. D'accord. Et en fait, elle m'a dit que je rentrais pas dans le timing. D'accord, elle avait un autre timing pour ça, pour Elle était sa très vie. heureuse avec ma sœur qui est plus âgée que moi de 3 ans. Elle pouvait sortir, son mari s'en occupait. Enfin, elle était heureuse comme ça. Ça l'a pas empêché de m'aimer. Oui, oui. Mais compliqué. Et moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est le point de vue financier et le point de vue travail, parce que j'ai besoin de travailler. D'accord. Et actuellement, vous travaillez ? Oui, je travaille, mais là, j'ai trouvé un autre emploi. En fait, j'étais en temps partiel, donc j'ai trouvé un autre emploi en temps plein où je vais faire le nécessaire demain. Oui. Mais il faut que j'assure, quoi, parce que là, il y en a marre, quoi. Ça veut dire quoi, faut que j'assure ? Que je réussisse le job. D'accord, mais eux vous ont embauché en supposant que vous étiez... Et c'est ça mon problème. C'est ça que j'arrive pas à analyser. L'entretien d'embauche se passe très très bien, et après les angoisses arrivent, et là... on me dit trop stressé, ce qui est vrai quelque part. Oui, mais parce que vous voyez, de toute façon, vous êtes envahi par les angoisses. Et encore une fois, je pense qu'il faut focaliser là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement perturbant de vivre avec ces intrusions-là. Je ne suis pas sûre que quiconque puisse vraiment, par la simple volonté, les chasser. En général, c'est même totalement impossible quand c'est compulsif. Donc je pense que il y a quand même quelque chose de ce côté-là, Maya, à creuser, parce que c'est apparemment ce que j'entends dans votre histoire, c'est quand même là que se pose vraiment un empêchement pour aller en avant. Oui, tout à fait. Mais j'ai des clairs, hein. J'ai la méditation. Oui. Mais c'est quand je suis dans les angoisses. Oui. C'est une telle émotion que je vis plus, quoi. Mais ça va être des angoisses débiles, hein. Ça veut dire que ma box ne marche plus, je vais rester dans ma box le temps que ça redémarre. Oui, mais non, donc, mais... je vais rester un quart d'heure, quoi. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que les angoisses compulsives s'accrochent sur n'importe quoi et en plus fleurissent un peu comme ça dans la tête à n'importe quel moment sans crier gare. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'effectivement, plus alors s'en débarrasser complètement, c'est pas forcément possible. Mais en revanche, avoir un peu notion de ce qui se passe et comment les contourner, je pense que ça sera déjà une grande victoire. Et puis vous m'avez dit que pendant tout le temps que vous étiez en couple, vous étiez l'ombre de votre conjoint, donc ça veut dire que vous n'avez pas non plus pris le temps de construire un cercle social à vous. Alors, je m'en suis aperçue par la suite, parce qu'il ne m'appelle plus. Mais vos amis ? Oui. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi, depuis que vous êtes séparés ? Parce que je vais mal, et que quand il me demande si je vais bien, je vais être franche. Sincèrement, au niveau des boulots, j'en perds, je retrouve un autre. Vraiment, je suis combative, quoi. Mais, et vous avez arrêté l'alcool ? Ah, et ça fait 2 ans, ouais. Oui, donc ça, c'est plus que combatif, Maria. Maya, c'est vraiment, j'allais dire, héroïque. Et il m'a pas aidé, hein, parce qu'il avait laissé les bouteilles d'alcool où elles étaient. Oh là là, oui. Et bravo. Mais non, alors Maya, vraiment bravo, parce que s'il y a bien une chose dont il est très difficile de se défaire, c'est bien l'addiction à l'alcool. Pour la raison aussi que vous venez de donner, c'est-à-dire que l'alcool, on le croise partout, sur les affiches, dans les pubs, dans les gens qui sont en terrasse de café, enfin tout peut être un déclencheur pour vous rappeler que vous avez envie de boire de l'alcool. Donc là, vous voyez, là, ce qui est intéressant quand même, c'est que là, vous avez fait preuve d'un très grand courage pour prendre en charge cette addiction. Donc je pense qu'il faut aussi que vous puissiez vous appuyer vraiment
sur ce courage, quand vous avez cette idée d'imposture et cette idée de ça va pas le faire, ils vont découvrir que je n'y arrive pas, il faut que vous puissiez vous souvenir, Maya, et vous raccrocher à l'idée que vous avez fait quelque chose et vous avez réussi quelque chose d'extrêmement difficile, où beaucoup de gens échouent, Maya. Alors, ce qui s'est passé, c'est, je dis pas que j'ai pas envie. Il y a des fois, alors moi j'ai pris des spirales, enfin excusez-moi. Oui, exact. Oui, c'est pas grave. Au départ pour mon garde-barrière, et puis après là je m'en passe. Oui. Voilà. Mais et puis je sais qu'avec les anxiolytiques c'est pas bon non plus, donc ça peut faire un drôle de mélange. Mais je combats. Enfin, je sais, ça va apparaître très immodeste, mais vraiment je suis courageuse, quoi. Et oui, mais je fonce, j'avance. Non, mais c'est clair, c'est pour ça que je parlais de courage, parce qu'en fait, vous avez fait preuve, finalement, d'un grand courage en décidant de vous prendre en charge. Et c'est très difficile de se prendre en charge quand on est noyé dans l'alcool. C'est vraiment c'est vraiment, vous savez, ça me fait penser à ce gars qui est tombé dans le trou de la falaise, et puis on pense que c'est fini, puis on voit sa main, vous savez, on se dit, ah ben non, finalement, ben il y a de ça, quoi. C'est-à-dire que normalement, vous auriez dû vraiment plonger, et puis hop, au dernier moment, vous réunissez vos forces et vous sortez de ça. L'alcool, c'est un piège à loup. Hein. C'est quelque chose donc, je pense que ça serait intéressant que vous puissiez vraiment vous enorgueillir de ce courage et de cette performance. Hein. Encore une fois, Maya, beaucoup de gens échouent. Hein. C'est vraiment très difficile. Donc, je pense que vous mésestimez ou sous-estimez ce que vous avez déjà réussi à faire. Oui, tout à fait. Et aussi d'ailleurs dans votre couple, hein, parce que maintenant vous vous sentez seul, vous vous dites il est plus là, donc tout est compliqué pour moi. Mais vous avez fait quelque chose d'hyper difficile. Oui. Donc non, mais c'est vraiment, je pense que vous mesurez pas à quel point c'est fantastique, quoi, d'arriver à sortir de ça. Ouais, bah, enfin j'étais bien aidée, hein. J'étais au centre de mixologie. Non mais attendez Maya, quand on est bien aidé, c'est qu'on est parti chercher de l'aide. Donc ça veut dire à nouveau qu'on a fait preuve d'une grande autonomie pour se prendre en charge. Ah oui, parce que moi j'ai eu des périodes d'anorexie. Et j'ai su que mon anorexie était finie à partir du moment où j'appelais au secours. Oui, voilà. Dans les moments de crise. Oui. Donc même au contraire, tant mieux que vous ayez été bien aidé, mais de manière générale, quand on est bien aidé, c'est parce qu'on a aussi tendu la main vers l'extérieur. Et tendre la main vers l'extérieur, quand on va vraiment mal, c'est pas du tout quelque chose de facile à faire. Puis vous savez, pour les recruteurs, le fait qu'ils vous aient choisi, c'est pas rien, hein, parce que ils sont pas aveugles. Les gens qui recrutent ne recrutent pas en tirant au sort, Maya. Donc ils ont vu quelque chose que vous possédez très certainement d'ailleurs, et dont vous n'avez pas finalement assez conscience et dont vous ne tirez pas suffisamment profit. Oui, mais là, de toute façon, le nouveau job, je vais assurer. J'ai rendez-vous le 21 avec ma psychiatre, donc tout s'enclenche, tout se copie bien. Donc je suis assez contente, et c'est juste ces angoisses qui l'angoisse de l'abandon, l'angoisse du rejet, le syndrome de l'imposteur, enfin. Oui, mais alors je pense que là, il vous manque, dans ce joli programme, il vous manque de vous faire des amis, Maya, de reconstruire un filet social. Ouais. Alors, ce qui est pas mal parce que c'est pas facile c'est facile à dire, faites-vous des amis, c'est pas forcément facile à faire. Mais ce qui peut être pas mal, c'est d'aller dans des associations vers quelque chose qui vous plaît. Que ce soit des associations, soit des groupes de parole, parce que pourquoi pas, pour aider d'autres personnes qui essayent de sortir de l'alcool. Oui. Ça pourrait être intéressant, voyez-vous. Oui, tout à fait. Parce que là, je pense que, d'abord, vous avez une expérience à faire partager. 2, vous connaissez mieux que quiconque où sont les difficultés et les pièges. Et ces gens-là, ces gens qui sont dans des groupes de parole pour se désintoxiquer de l'alcool, ils ont vraiment besoin, et ils écoutent évidemment avec beaucoup plus d'attention, des gens qui sont passés par là. Votre expérience, vous pourriez vraiment faire profiter les autres.
D'accord. Voire même devenir marraine, hein, parce que vous savez que quand on s'inscrit dans un groupe de parole pour rester sobre et ne plus reprendre d'alcool, on nous dédie un parrain, une marraine, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà passé par là, quelqu'un qui a arrêté. Et donc c'est quelqu'un qu'on pourra appeler si jamais on sent qu'on rechute, on a trop envie, etc. Et donc ça donne beaucoup de responsabilités, mais en même temps de belles responsabilités. Ah oui, je comprends. Donc là, je pense que vraiment, vous pourriez tout à fait vous recréer un cercle social, et en plus un cercle riche, parce que vous serez au milieu de gens, Maya, qui comprennent ce que vous avez vécu, et vous comprendrez ce qu'ils ont vécu. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai même pensé à retourner sur des lieux de culte, aussi, pour partager... ce qui me manque aujourd'hui, c'est que depuis la mort de ma mère, j'arrive plus à pleurer. Oui. Et je pense que ça peut faire du bien. Oui, oui. Et vous allez la voir? Elle a été enterrée, incinérée? oh non, j'y vais enterrée, mais je vais pas la voir, non. D'accord, pourquoi? Parce que c'est loin et parce que j'en éprouve pas le besoin. Je pense qu'elle est là et que... Ok. Mais mon ex-conjoint, il a une haine contre elle, mais il me dit que c'est ça qui a foutu notre couple en l'air, quoi. C'est un peu facile quand même de... c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, t'as pas perdu ta mère, non? Oui, puis surtout, votre maman avait un cancer généralisé, donc je trouve ça un petit peu facile et franchement un peu court de dire qu'une personne qui est en phase terminale d'un cancer est responsable de la fin de votre couple. C'est pas vraiment... vous savez, je suis thérapeute de couple, Maya, donc des couples, j'en vois énormément. C'est pas ce genre d'événements dramatiques qui font rompre un couple. Il y a derrière, il y a sûrement des choses qui sont venues effectivement entraver votre couple. Et puis bon, lui, peut-être qu'il a pas trop envie de faire une introspection du couple et de se remettre en question, parce que quand j'entends qu'il la pointe du doigt, ça veut dire que lui ne prend aucune part de responsabilité. Ah, et même sur notre séparation, il me rend responsable de tout. Oui, donc voilà. Donc vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, il a besoin de pointer quelqu'un, de pointer quelque chose dans lequel il est complètement absent, ce qui signifie, in fine, qu'il n'a rien à voir dans ce qui s'est passé. Or ça, je peux vous dire pour l'entendre fréquemment et l'étudier fréquemment, ça n'existe pas. C'est-à-dire que chacun a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, que ce soit une part active ou que ce soit une part passive. Donc là, encore une fois, c'est très facile, mais en aucun cas, le décès de votre maman, sa maladie, peut être le responsable, en majuscule, du fait que vous vous soyez séparés. C'est impossible. Mais effectivement, ça lui évite de se remettre en cause parce que quand on veut vraiment chercher ce qui fait qu'on s'est séparés, on entre dans une introspection et évidemment, on est obligé, si on est un tant soit peu honnête, de se remettre en question, quoi. Et apparemment, il n'a pas du tout envie de faire ça. Non, pas du tout, mais je pense que c'est la crise. De toute façon, il m'a dit, entre le boulot et toi, je choisis le boulot. Ah oui? Oui. C'est charmant. C'est parce que ça lui ramenait de l'argent. Voilà. Oui, non, mais c'est pas très élégant et c'est pas très tendre ni bienveillant surtout. Non, Maya. non, je pense pas. Oui. Non, je pense pas. Mais c'est du masochisme. Hein. Je me raccroche à lui parce que j'ai l'habitude, parce que c'était mon mât, quoi. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ouais, quelqu'un de solide. Mais je pense que j'étais pas bien depuis très longtemps, donc. Maya, vous savez que j'ai un message. De Bob le timide, donc ça c'est un joli pseudo, qui dit une chose avec laquelle je suis tellement d'accord. Il dit: Maya, vous avez une volonté intacte, continuez dans cette voie, votre énergie sera récompensée. Oh, merci Bob. Non, mais c'est tout à fait juste, hein. C'est ce qu'on ressent quand on vous écoute, Maya. Alors, je comprends que vous n'en soyez pas aussi convaincue que nous, mais c'est pour ça que je pense que, franchement, je pense que aller dans une association, aider d'autres malades alcooliques qui essayent de s'en sortir, ben, je pense que ça va vous renvoyer, Maya, une image de vous qui pour le coup, reflètera vraiment votre force et votre volonté
et je pense que ça va vous faire énormément de bien. Vous savez, très souvent, c'est en s'occupant des autres qu'on s'occupe de soi. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit parce que j'ai appelé SOS Amitié, puis SOS Croix-Rouge. Oui. Et je me suis dit, ce serait pas mal de devenir bénévole, en fait. Oui, vous voyez, vous pouvez être bénévole sur diverses associations. Bon, après, il faut le temps, mais une semaine sur 2, vous avez un peu de temps. Mais je pense que, alors, vraiment, il y a une association qui vous parlerait et pour qui les problèmes des gens résonneraient énormément pour vous et vous leur seriez d'une grande aide. C'est vraiment les associations qui luttent contre l'alcool. Ouais, vraiment, vraiment. C'est une sale maladie. Hein. Oui, je sais. J'ai des patients qui continuent d'aller ponctuellement aux alcooliques anonymes. Donc c'est pour ça que je connais pas trop mal le fonctionnement. Et vraiment, je pense que ça vous ferait énormément de bien. Je vais m'en occuper demain, ouais. Je vais m'en occuper demain pour les appeler. Ah oui, faites-le. Je pense que vraiment, d'abord, eux, ils vont être gâtés de vous avoir. Oh, c'est gentil. Oui, si, Maya, parce que il faut pas que avoir arrêté de boire. Hein. Il faut aussi être bienveillant. Il faut être combatif comme vous. Il faut être sincère. Donc, eux seront contents. Et vous, je pense que vraiment, vous allez découvrir. Je pense que vous allez vous rencontrer en rencontrant les autres. Oh oui, peut-être, ouais. Alors, je voulais juste te dire une chose, mettre en garde les femmes. J'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre qui est assez connu. Oui. Et en fait, c'est une arnaque totale. Il m'a eu par les sentiments et il m'a demandé de l'argent. Donc, j'ai coupé net. Oui. En ce moment, il y a beaucoup. Ouais. Je voulais juste te dire que quand un mec vous écrit « je t'aime » au bout de 3 jours, et vous écrit des tonnes de trucs en vous disant « je suis quelqu'un d'honnête, je suis sincère, je ne parle qu'à toi, etc. » Mettez-vous en garde. 3 jours, c'est très peu. Et les gens normaux discutent, ne parlent pas d'amour. Tout à fait. Puis vous connaissez le proverbe, hein, la mariée était trop belle. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Oui, vous avez raison, parce qu'on... Oui, absolument. C'est très agréable d'être désiré, donc c'est important. Mais ça fait 2 fois que j'entends, là, en très peu de temps, ce genre d'histoire, effectivement, sur des sites connus. Donc vous avez bien fait de le faire, Maya, effectivement. Oui, dès qu'on vous demande de passer ailleurs, sur WhatsApp... Je vous lis juste un dernier message de Stéphane avant qu'on se quitte, parce qu'encore une fois, on est tout à fait alignés. Ne vous culpabilisez pas. Votre abstinence est une victoire. C'est le début du deuil de votre maman, qui ne veut pas dire oublie. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, Maya. Et je vous remercie. Moi, je vous remercie de votre confiance, vraiment. Merci beaucoup. En tous les cas, je vous en prie. Au revoir, Maya. À l'aube, revenons. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour évoquer vos doutes, vos fragilités, vos déceptions ou vos joies. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé. Alors, je vais juste lire un petit message de Jacques qui est pour Maya. Donc, Maya, j'espère que vous nous écoutez toujours parce que, encore une fois, je trouve que c'est un message fort et juste. Maya, il faut recentrer votre énergie par priorité et retrouver un bien-être en vous débarrassant des démons qui vous torturent. Vous semblez lucide et consciente de ces soucis. C'est déjà un grand pas. Avec le temps et un accompagnement bien choisi, votre courage paiera. Bonne chance. Et puis, maintenant j'accueille Adélaïde. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir sur RTL. Je vous écoute Adélaïde. Écoutez, j'ai souhaité un petit peu parler de mon histoire que je vis un petit peu en ce moment. En fait, je suis multidys. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, donc j'ai une dyspraxie, une dysorthographie, dyslexie, dysgraphie. Et on me parle de dysexécutif maintenant, voilà. D'accord. Qui sont des difficultés quand même bien apparentes depuis l'enfance et puis qui me poursuivent à l'âge adulte. Donc je suis en formation d'assistante sociale depuis 3 ans.
D'accord. J'ai réussi un concours en 2018 sur Reims. Donc, je suis partie 1 an sur Reims avec ma fille. Et puis, j'ai dû revenir dans ma région natale, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Donc, j'ai poursuivi mes études sur Besançon, à l'IRTS. Et puis, voilà, mes difficultés quand même sont très mal perçues de la part des formateurs. C'est compliqué de faire bouger un petit peu les mœurs, si on peut dire. Mais est-ce qu'il y a aussi qu'ils ignorent complètement à quoi correspondent vos difficultés? Oui, je pense aussi qu'il y a une méconnaissance des difficultés, en fait, notamment... on voudrait m'orienter par exemple sur des diplômes comme moniteur éducateur ou TISF et c'est un peu le débat avec mon ergothérapeute de dire que c'est plus facile d'aller sur de l'intellectuel quand on a des problèmes de praxis que d'aller sur des choses qui vont faire appel à mes difficultés. C'est mieux d'aller sur des choses plus intellectuelles en fait. D'accord, oui, c'est pas la peine effectivement de compliquer plus que ce que ça n'a déjà été très compliqué, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, je suis pas arrivée à mon concours comme ça. Enfin, j'ai travaillé énormément. Enfin, tout le monde travaille pour accéder à des concours, mais je veux dire, le travail que j'ai mené, il est de longue haleine et je suis pas arrivée comme ça. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Comment ça s'est passé ce concours? Parce que là, bravo, c'est pas... écoutez, du coup, j'ai passé 4 écrits. Oui. Donc, j'ai passé un à Strasbourg, un à Besançon, un à Bourg-en-Bresse et puis un à Reims. Donc, j'ai eu 3 écrits sur 4. Et puis, l'oral, j'ai eu un seul sur Reims. Et donc, du coup, j'ai dit, je tente ma chance, je pars sur Reims, voilà. C'est un très bon résultat, c'était vraiment une grande Adélaïde. Victoire. Voilà. Comment vous étiez préparée justement au concours par écrit? En fait, j'ai bénéficié d'un accompagnement avec Pôle emploi et à l'époque la mission locale parce que j'avais moins de 25 ans. Oui. Ce qui m'a permis d'avoir une formation d'accompagnement pour les gens vers le retour à l'emploi. Oui. Et du coup, de bénéficier d'accompagnement autour de revoir des bases en français, en maths, etc. Et de voir un petit peu ce qui pêchait chez moi en écrit. Donc, j'ai travaillé acharné pour obtenir les concours. Oui, parce qu'il faut quand même préciser, Adélaïde, que quand on a des handicaps comme ceux que vous avez nommés, il faut fournir à peu près 10 fois plus de travail que quelqu'un qui n'aurait pas cet handicap. Oui, évidemment. Oui. Et puis de plus, la fatigabilité est différente parce que déjà, la sensibilité est plus importante. Oui. Et puis, comme je dis toujours, par exemple, pour mon bac, je me suis vue réviser mes conjugaisons peu de temps avant d'y aller parce que, j'ai aucun automatisme ou quasiment pas. Oui, c'est ça, c'est que c'est fragile en fait, il faut le reprendre en permanence. Oui, donc ça demande énormément de courage et effectivement, je pense que ça, les gens le mesurent très peu en fait quand ils réalisent que vous avez eu ce diplôme et que quand vous êtes en formation, je pense que ça, c'est absolument pas visualisé par eux. Et puis ça demande de la part des centres de formation beaucoup plus d'ouverture, d'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est passée en 2018 qui oblige toutes les universités ou les centres de formation à adapter le cursus en fonction du handicap. D'accord. Voilà. Et dans les faits ? Et dans les faits, il y a la théorie et puis après, il y a la réalité qui est un peu plus dure à mettre en pratique. Donc, c'est pas aménagé là où vous êtes? Très compliqué. L'année dernière, en fait, j'ai validé tout. En fait, on a maintenant en université ou dans les centres de formation, comme ça, de Bac+, des crédits européens qu'on doit valider tous les ans. Donc, ça va, en général, c'est 60 CTS par an. D'accord. Et donc, à Reims, j'ai validé un nombre de CTS, donc j'ai validé mon année. Et puis, ça devait compter sur Besançon, sauf que c'était pas pris en compte.
Donc l'année dernière, sur Besançon, en fait, j'avais loupé une épreuve, donc ce qui me faisait 50 ECTS au lieu de 60. Et ça ne m'empêchait pas de passer, mais au vu de mes difficultés, en fait, on ne voulait pas me faire passer. Donc déjà là, à ce moment-là, j'ai dû faire des démarches de fou. J'ai fait appel à l'inspecteur académique, j'ai fait appel à une direction régionale qui gère nos formations. Donc je me suis vraiment battue pour arriver en deuxième année. Oui, vous vous laissez pas faire, hein? Ouais, c'est bien. Donc un peu contre-temps parce que du coup, en gros, c'était pas la décision de mes formateurs, c'était voilà, ça a été un petit peu à contre-courant de leur décision. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, donc j'ai continué à vivre cette formation, etc. Bien tant que mal parce que je suis pas compris de mes formateurs. L'année dernière, ils ont pensé bien faire, en fait, en me faisant témoigner devant tous les étudiants de ma promo, en expliquant mes difficultés. Oui. Sauf que ça aurait pu être très bien perçu, mais ça n'a pas du tout été perçu positivement. Et en fait, c'est quelque chose qui a eu tendance davantage à mettre à l'écart. Ah bon? C'est-à-dire que vous avez donc, vous aviez un temps, comme quand on fait un exposé, quoi, pour expliquer ce qui était finalement vos difficultés, qui se retrouvent quand même dans une grande partie de la population. Hein. C'est pas quelque chose de très rare, hein, ce que vous avez nommé. Et donc vous avez expliqué à quoi ça correspondait, à quelles difficultés vous étiez confrontés. Et en fait, en face de vous, les gens, c'est des gens qui ont quel âge d'abord? Alors moi j'ai 27 ans et on va dire que dans ma promo en moyenne les gens ça va de 18 à 22-23 ans et puis après il y a vraiment des gens en réorientation de vie et qui ont entre peut-être 38-40 ans jusqu'à 55 ans. D'accord, donc ça veut dire que vous avez, il y avait plus une majorité de jeunes gens, quoi, à qui vous avez expliqué finalement à quoi correspondaient concrètement vos difficultés. C'est ça. D'accord, et donc ils ont reçu ça comment? Parce que vous me dites que ça a été encore plus difficile. Enfin, du coup, ça n'a pas donné le résultat escompté. Bah oui, parce qu'en fait, je m'attendais plutôt à engendrer de la bienveillance et voilà, plutôt de l'écoute ou des gens qui seraient un petit peu plus solidaires envers moi. En fait, pas du tout. En fait, ça m'a mis encore plus à l'écart. J'ai un peu l'impression, pas être la tête de turc non plus. C'est pas, on n'en est pas de là en formation professionnelle, mais. Enfin, ce qui est surprenant, Adélaïde, c'est quand même que vous êtes dans une formation d'assistante et d'assistants sociaux. Oui. Donc, oui, voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc, c'est effectivement surprenant qu'il y ait si peu de bienveillance à votre égard, parce que c'est quand même particulier comme formation. Oui, ensuite, on a affaire... voilà. Des gens qui ont des difficultés. Quand même des populations vraiment en très grande difficulté pour la plupart. Et on doit avoir une écoute qui est très très importante. Et moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est tellement ciblé sur mes difficultés, en fait, en soi, que j'ai l'impression qu'on ne perçoit plus ma personne à travers ça, en fait. C'est-à-dire que on en reste sur mes difficultés. Là, il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai effectué un stage dans un centre communal d'action sociale, qu'on rédigeait un écrit sur moi. Et en fait, qui, pour moi, n'a pas lieu d'être parce que ça stigmatise énormément mon handicap, que ça parle du fait qu'ils pensent que c'est pas du ressort d'une orthophoniste. Et en fait, je trouve que cet écrit était très malvenu. Attendez, Adélaïde. C'est-à-dire qu'eux ont fait un rapport sur le stage que vous avez effectué chez eux, c'est ça? Oui. Et dans ce rapport, finalement, ils parlaient essentiellement de votre handicap, plus que finalement ce que vous aviez fait chez eux et comment s'était déroulé le stage. C'est ça. D'accord. Donc ils sont substitués à des médecins, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que leur écrit ressemble davantage à un diagnostic qu'à une analyse. Et puis de plus, même si ça avait été des médecins,
on peut supposer que dans le cadre d'un stage, un médecin ne serait pas forcément habilité à faire du diagnostic sur un stagiaire, quoi. Ouais. Est-ce que vous leur avez dit ça Est-ce que vous les confrontez de manière générale, les gens à ça? En fait, je l'ai dit à mon centre de formation parce que j'ai une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis mai 2019, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, j'ai relu bien la loi du 11 février 2005 avec la RQTH, et il y a bien des choses et des écrits ou des temps qui doivent être consacrés au handicap, mais ça ne doit pas transparaître dans un écrit comme ça. D'accord, donc vous avez pu pointer... Ça n'a pas lieu d'être. D'accord, et qu'est-ce qu'on vous a répondu alors? Et du coup, ce qu'on me renvoie, c'est que on me reproche d'être trop combative, de ne pas être assez... de ne pas avoir un côté battant, etc. Seulement battant, et d'être trop dans le combat. Oui. Sauf qu'en fait, ma situation... me donne pas trop le choix, en fait. J'ai pas trop le choix d'être comme ça, quoi. D'être un peu en réflexe de survie et puis de me débattre pour m'en sortir, quoi. Absolument. Il vous reste combien de temps dans cette formation? Et du coup, là, c'est un peu compliqué parce que justement, cet écrit me fait énormément de défauts, et du coup, j'ai fait une demande de redoublement pour ma 2e année pour justement arriver à poursuivre mes avancées dans mes écrits. Oui. De plus, je travaille avec une ergothérapeute sur de la création d'outils, notamment pour mes entretiens avec les personnes. Oui. Et du coup, tout ça, ça me demande encore du temps. Et ça paraissait compliqué d'y faire sur une 3e année où on a un mémoire rédigé. Non, mais c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée de prendre son temps et de se dire une année, c'est trop court pour moi, c'est trop dense finalement ce qu'il y a à produire. Et moi, j'ai besoin de plus de temps. C'est très bien de prendre votre temps. Après, il reste. C'est en 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, c'est reconnu Bac+3 depuis la loi 2018. Raison de plus pour que vous preniez bien votre temps et que vous recommenciez effectivement cette 2e année pour bien asseoir en fait vos acquis, et bien pouvoir ensuite poser avec les outils que vous aurez aussi appris durant cette année avec votre ergothérapeute, pour bien pouvoir poser ensuite la 3e année dessus. Parce qu'effectivement, la 3e année sera peut-être va demander va poser un peu plus de difficultés, mais moi je trouve que c'est au contraire, c'est extrêmement intelligent d'avoir demandé ce redoublement. Du coup, là, pour le moment, la première commission qui a analysé ma demande n'a pas accepté la demande. Donc là, je suis en train de préparer ma lettre de recours de commission, de demande de recours de commission, pour évaluer éventuellement... Ils vous ont donné un motif pour leur refus? Le motif, c'est qu'ils pensent que par rapport à mes difficultés, que en gros, peu importe que je redouble ou pas, pour eux, ça changera rien en fait. Ils pensent que je n'arriverai pas à surmonter mes difficultés. Et après, ils se demandent pourquoi vous êtes combative et pourquoi vous ne lâchez rien. C'est quand même, on comprend quand même quand on vous écoute, Adélaïde, que heureusement que vous ne lâchez rien. Et puis de plus, j'ai avec tout ce qu'on apprend à l'école quand même, notamment en psychologie, etc. Je sais que le terme de combatif, on peut aussi le mettre en face du réflexe de survie. Et en fait, tout ce qui relève du réflexe de survie, quand on le met en marche, c'est souvent qu'il y a un lien avec ce qu'on vit, et c'est pas forcément... si j'avais simplement des gens qui étaient à mon écoute et qui donnaient un petit peu plus de soutien, etc., je pense que je pourrais avoir peut-être plus ce système de battant et moins ce sentiment d'être dans du combattant, quoi. Déjà, je suis assez d'accord, Adélaïde. Dans votre cas, le terme de combattant permet surtout de mettre un pied devant l'autre. Parce que vous avez vu que le nombre de personnes qui ont essayé de vous dissuader, si vous n'aviez pas été combative, je pense effectivement que vous seriez loin de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de bâtons dans vos roues. Je pense que justement, ce qui va vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre, c'est d'être combative.
Oui, et puis bon, c'est compliqué de pas. Là, actuellement, j'essaye de pas me décourager et tout, oui. Mais là, je vis un peu une phase où je suis un peu, des fois, à me dire ça suffit, j'ai envie de tout lâcher, mais en même temps, je sais que c'est ça que je veux faire, c'est ça qui vraiment me plaît dans la vie, et du coup, j'ai pas non plus envie de lâcher tout le travail que j'ai mené pendant des années pour en arriver à là. Surtout que, encore une fois. Vous voyez bien quand même que la formation dans laquelle vous êtes, les réponses qu'on vous donne sont complètement déconnectées de ce métier auquel on vous prépare. Donc il y a quand même une incohérence dans la façon de faire qu'ils ont, qui devrait vous rassurer pour vous dire non, c'est pas moi qui suis dans l'erreur, c'est eux. Oui, évidemment, mais j'ai vraiment ce sentiment-là et j'ai eu un entretien à la suite de la commission et voilà, j'ai pas baissé les bras, mais c'est vrai que quand même j'ai eu des discours quand même qui m'ont semblé incohérents. Par exemple, on m'a reproché d'avoir fait relire des écrits dans mon entourage, etc. Oui. Sauf que en fait, dans la formation, la plupart des formateurs me refusent quasiment à chaque fois de relire mes écrits. Donc à un moment donné, même s'il y a la question du secret professionnel qui se pose énormément dans nos diplômes, mais du coup, il faut bien que je trouve des solutions. J'ai pas trop le choix à un moment donné de me faire un petit peu aider, notamment voilà, par exemple. J'ai pas de difficulté à écrire, mais en fait, des fois, il y a des choses que j'ai dans la tête et j'ai du mal à les mettre sur le papier. Et du coup, j'ai quelqu'un dans ma connaissance qui travaille dans le social. Donc, il m'a beaucoup aidé sur cette question d'analyse, etc., pour faire du lien entre les choses. Et du coup, de passer par là, ça m'aide beaucoup parce qu'après, moi, ça me permet d'avoir plus de facilité à faire cette gymnastique-là. Et du coup, voilà. Non, mais je pense, vous savez, je vais vous dire, Adélaïde, je pense qu'il faut que vous restiez sur votre ligne, exactement comme vous êtes. Et moi, je serai extrêmement factuelle avec eux. C'est-à-dire que quand ils commencent à vous dire, mais il ne faut pas faire comme ci, mais il ne faut pas faire comme ça, je leur opposerai factuellement le fait que vous ne pouvez pas faire autrement et que c'est à eux de comprendre. Pas à vous de vous adapter, c'est à eux de s'adapter. Et je serai très factuelle. D'accord ? Oui, je pense que c'est assez. Bon, c'est pas forcément facile parce que. Non, j'ai conscience, mais je pense que il faut vraiment que vous puissiez. Ils ne comprennent pas, et c'est pour ça aussi, pour la raison pour laquelle ils sont peu obligeants à votre égard. Donc je pense qu'il faut ne pas attendre qu'ils comprennent. Il faut leur poser les choses et leur expliquer que ça doit être comme ça. Je suis obligée de vous laisser, Adélaïde, parce qu'on a le Flash Info qui arrive. D'accord, très bien, merci. Mais je vous remercie de nous avoir appelés. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis. Merci vous aussi. Merci pour votre écoute. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Et rappelez-nous pour nous dire comment ça s'est passé dans un an. Je n'hésiterai pas. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Adélaïde. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Soyez les bienvenus sur RTL, vous écoutez Parlons-nous, votre émission de confidence et de partage en direct jusqu'à minuit. Et si vous aussi, vous souhaitez discuter, partager votre expérience sur l'antenne d'RTL, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Bonsoir Manuel. Bonsoir Cécilia. Bienvenue sur RTL Manuel. Oui, c'est gentil. Oui. Vous avez lu un peu ma fiche, quoi. Pas, figurez-vous que j'aime bien découvrir avec vous. Oui, d'accord. Alors, justement, je vous écoute. J'ai deux amies femmes, mais que je vois pas souvent, qui répondent pas forcément au téléphone. Donc, je suis un peu souvent tout seul et... Enfin, du point de vue sexuel, j'ai des problèmes. C'est que... Bon, des fois, il faut que j'attende 2 semaines, 10 jours avant de me soulager, quoi. Enfin, oui. Attendez, amies femmes, c'est des amies particulières, donc. Oui, on n'a pas de sexualité ensemble, quoi. D'accord, donc c'est des amies d'amitié. Une amie spirituelle et puis une amie amitié, oui. D'accord, ok. Parce que vous m'avez fait directement un enchaînement entre vos amis, leur absence et votre vie sexuelle. Donc je pensais que... Je comprends, oui, d'accord. Ouais. Alors, donc ces amis, vous n'habitez pas au même endroit, c'est ça ? Non.
D'accord. 57 ans, il y a Laurence qui habite à 2 km au bout de la ville, Oui. mais il faut la navette pour venir. D'accord. Elle est un peu, des fois. Et puis l'autre qui habite à 25 km, amie spirituelle. Oui. Voilà quoi. Alors, quand vous me disiez je les vois peu, c'est parce que vous vous sentez seul, mais seul en termes de relations amicales, ou vous êtes isolé, Manuel? Oui, quand même isolé, oui, parce que ça faisait 3 semaines, un mois qu'elle m'avait pas répondu au téléphone. Laurence, elle est comme ça, puis hop, elle se met à me parler, à dire ça va, oui, je vais essayer de venir, si je vais en ville, je t'appelle, enfin, pas... D'accord, mais ça veut dire que, à part ces 2 amis-là, vous n'avez pas d'autres amis? Bah non, pas vraiment. D'accord, mais comment ça se fait? Racontez-moi ça. Parce que vous J'ai habitez... 57 ans. Oui. Ouais. Vous habitez dans la même ville depuis longtemps, c'est récent? Bah, pas trop récent. Vous n'avez pas eu Laurence, l'occasion... je la connais depuis 5-6 ans. D'accord. Mais autour de vous, vous n'avez pas eu l'occasion... Vous travaillez? Vous ne travaillez plus? Comment? Bah non. J'ai eu une AH parce que j'ai eu des problèmes. Alors comme j'ai des médicaments, bah même sexuellement, c'est pour ça que c'est ça. D'accord. Ça facilite pas. Mais comme vous habitez, vous me dites quand même depuis un certain temps au même endroit, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer des gens, de pouvoir effectivement... Les gens de la rue, c'est pas forcément facile. Non, pas vraiment. Pourquoi vous dites de la rue? Bah, c'est-à-dire dehors, quoi. C'est-à-dire. Oui. Mais vous faites, Manuel, qu'est-ce que vous faites à quoi ressemblent vos journées? Bah, justement, je fais pas grand-chose. Je me promène, je vais au salon de thé, je vais à une petite association. Donc là, vous rencontrez des gens dans l'association? Oui, mais des filles qui sont prises déjà, oui. Ah, mais Manuel, vous cherchez des femmes qui sont disponibles, ou vous cherchez des amis? Bah, des amis qui soient un peu seuls, quoi, surtout qui soient... Donc des amis avec qui éventuellement vous pourriez avoir des relations sexuelles? Bah, pourquoi pas, mais parce que vous m'avez dit que les amis que vous pourriez vous faire à l'association, si j'ai bien compris, elles sont en couple, c'est ça? Bah oui, puis être ami, c'est un peu dit. J'ose pas. Enfin, quand c'est déjà en couple, c'est. J'aime mieux les femmes seules comme amitié, femmes célibataires, quoi. D'accord. Donc là, vous avez finalement 2 amis célibataires, c'est ça? Oui. Et vous les voyez peu et vous vous sentez seul? Bah oui. Est-ce que vous avez essayé d'aller sur des sites, de voir pour rencontrer des femmes qui éventuellement, elles aussi, se sentiraient seules et auraient envie de vous rencontrer? Oui, Cécilia, ça me plairait beaucoup, mais j'y connais rien en Internet. J'ai pas Internet chez moi et j'ai jamais mis le doigt sur le truc d'Internet. D'accord. Est-ce que vous avez des amis qui s'y connaissent en Internet? Ou de la famille? Bah non, pas vraiment. Mon père s'y connaît pas tellement. Parce que quelqu'un pourrait ouvrir un compte pour vous, et puis vous avez un téléphone portable. Oui, mais j'ai pas Internet. Oui, j'ai. D'accord, mais vous pourriez recevoir éventuellement des messages sur votre téléphone portable et puis pouvoir converser avec des personnes qui seraient intéressées pour, dans un premier temps, converser avec vous. Bah oui, ça me ferait plaisir. Ouais, ça... Parce que vous savez, il y en a des gens qui n'y comprennent rien au site et qui demandent l'aide de quelqu'un d'autre, une copine, un copain, un cousin, et puis c'est l'autre personne qui crée le compte. Hein. Oui, Cécilia, c'est ça, oui. Je pense que ça pourrait effectivement vous aider, parce que évidemment, si vous n'avez pas l'opportunité de rencontrer des gens de manière assez régulière, c'est évident, Manuel, que les gens vont pas venir chez vous taper à votre porte pour venir vous rencontrer. Il va falloir que ce soit vous qui alliez un peu à l'extérieur pour aller les rencontrer. Oui, mais je me connais, c'est parce que j'ai peur d'être déçu ou d'être rabroué, ou enfin, c'est ça, quoi. Ah, c'est pas la même chose, Manuel, parce que... Oui, d'accord, ouais, oui. Être déçu, ça veut dire que finalement, vous avez des attentes,
et que peut-être ces attentes sont un petit peu nombreuses et que la personne qui est en face, finalement, coche pas toutes les cases. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, mais alors si effectivement c'est un peu comme ça que vous vivez les choses, vous voyez bien que ça explique aussi à un moment donné pourquoi on est seul. C'est-à-dire qu'on cherche chez l'autre une foule de qualités ou voilà, des comportements qui conviennent bien et finalement on n'accepte pas l'autre pour ce qu'il est. On idéalise trop et ça va pas. Ouais, oui. Pour ce qu'il est, pour ce que la personne est. Ouais. Oui, vous savez que finalement, il y a quand même beaucoup de philosophes et de psychologues qui sont quand même intéressés à la question et tout converge vers l'idée que aimer vraiment quelqu'un, c'est l'aimer vraiment pour sa différence. Oui, pas vrai. Pour l'aimer parce qu'elle coche exactement les cases que j'attendais qu'elle coche. Oui, voilà, ouais. Ça, c'est aimer une partie de quelqu'un, la partie qui me convient bien. Mais on n'est jamais, on peut pas diviser les gens et dire cette partie-là me convient et cette partie-là beaucoup moins bien. Oui, c'est ça. On dirait qu'il faut que j'attende que la femme fasse le premier pas. On dirait c'est un tort peut-être. Mais vous êtes timide, Manuel ? Ouais, quand même, avec les femmes, ouais. Ah voilà, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, c'est plus simple si elle fait le premier pas. Puis je vais vous dire aussi, c'est beaucoup plus simple parce que ça vous évite d'essuyer un refus. Oui, c'est ça. Oui. Vous voulez pas prendre le risque d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit, non, moi je suis pas intéressé. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pour ça. Comme je suis assez émotif, évidemment que si, y a des femmes que je rencontre en ville, on discute, tu viens prendre un café, tout ça, il y en a qui, mais on s'en va, et puis je sais pas comment faire pour que ça aille forcément plus loin. C'est délicat parce que il y a beaucoup de femmes qui recherchent aussi l'amitié aussi. Alors c'est délicat, quoi. Oui, mais attendez, peut-être qu'aussi vous brûlez un peu les étapes, Manuel. C'est que quand vous rencontrez une femme et que vous commencez à vous lier d'amitié avec elle, il n'y a rien d'étonnant au fait qu'elle ne soit pas d'emblée au bout de, je ne sais pas, une semaine ou deux, à vouloir passer à autre chose. Peut-être qu'elle a envie de vous connaître. Ouais, donc, en conclure qu'elle ne veut pas de vous parce qu'elle n'est pas dans le même rythme, on va dire. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Que vous, à ce niveau-là, je pense que ça, c'est une erreur. C'est peut-être une erreur, je comprends, ouais. Il faut pouvoir apprécier, Manuel, le temps long. Oui, d'accord. Vous voyez, ça fait aussi partie finalement de la séduction et du romantisme, c'est de savoir prendre son temps. C'est ce que je fais toujours, tout le temps. Oui, mais prendre son temps finalement tout seul en se morfondant, ça c'est pas prendre son temps. Non. Mais prendre son temps en se liant avec quelqu'un, en respectant son rythme, en créant comme ça quelque chose, c'est quand même un retour un peu au romantisme. Je pense que pour le coup, même si, in fine, il n'y avait pas de relation plus intime qui s'établissait, il y aurait quand même quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus profond qui serait passé entre vous deux. Oui, puis ça peut être fort très spirituel ou une grande amitié, c'est très beau. Absolument. Aussi, si ça devait se passer comme ça aussi. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez, Manuel, de prendre le risque. Oui, c'est ça. De prendre un râteau, c'est comme ça qu'on dit. Oui, bien sûr. Ouais. Un jour ou l'autre, de prendre le risque, oui, d'accord. Mais c'est ça, vous savez, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, c'est vrai que la drague, comme on dit en réel, quoi. Or les sites ont simplifié ça, parce que finalement, je sais pourquoi tu es là, moi aussi. Donc, c'est quelque chose c'est un petit peu casse-gueule. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez espérer aller vers quelqu'un, et puis parfois, vous avez l'impression d'avoir l'air ridicule, parce que vous avez fait un mouvement en avant et que la personne vous a un peu renvoyé dans vos cordes. Mais il n'y a pas d'histoire sans prise de risque, Manuel. En réalité, ça n'existe pas.
D'accord, Cécilia, oui, d'accord. Il faut pouvoir accepter le risque de ne pas plaire. Je vais le dire autrement, Manuel. Il faut accepter le risque de déplaire. Oui. Oui. D'accord. Si vous faites absolument tout ce que vous pouvez et énormément d'efforts pour ne jamais être confronté au fait que quelqu'un vous ait dit en face de vous que vous ne l'intéressez pas, finalement, effectivement, vous avez de grandes chances de rester seul. Bah oui, on n'avance pas, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, alors, l'avantage, c'est que vous prenez pas de mur. Parce que finalement, vous n'avez pas de personne qui vous renvoie en disant que ça ne l'intéresse pas. Mais le désavantage, c'est que effectivement, vous ne prenez pas de mur parce que vous ne tentez rien, ils vont rester seuls. Oui, puis c'est comme si on se rongeait les sangs. Ouais, c'est ça, c'est pire encore même, quelque part. Ouais. Bah, c'est un peu, c'est pire parce que c'est un peu un cercle vicieux. Oui. Je reste seule parce que j'ai peur qu'on ne veuille pas de moi. Mais plus je reste seule, et moins j'ai la capacité à tester finalement mon aptitude à entrer en relation avec les autres. Ça devient de plus en plus dur. Les connaître, ouais, c'est ça, ouais, puis de... Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, Cécilia, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas le tout de l'avoir compris, Manuel, parce que j'entends bien que vous avez compris comment ça fonctionnait. Maintenant, il va falloir aussi accepter cette idée de déplaire. Et ça, c'est beaucoup moins facile que ça n'y paraît. Ouais. C'est-à-dire pouvoir accepter que, je ne sais pas, l'association ou si vous croisez au salon de thé une femme et puis, je ne sais pas, elle est toute seule en train de prendre son thé. Donc à ce moment-là, vous n'avez absolument aucune information sur elle. Hein. De pouvoir l'aborder très élégamment, très poliment, je ne sais pas, pour lui dire, écoutez, alors, un peu ringarde, hein, excusez-moi, mais vous savez, les vieux classiques, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux quand même. La politesse et l'élégance, franchement, on se plante pas tellement quand on tente cette approche-là. Donc une approche élégante pour lui dire je vous trouve extrêmement ravissante et puis hop vous partez. Hein, évidemment vous restez pas à côté à attendre. Voyez juste un petit contact. Donc soit elle vous dit merci beaucoup puis pof le reste l'intéresse pas du tout parce qu'elle est pas intéressée. Soit effectivement tiens elle aussi elle est seule et c'est sympa parce que justement vous venez de lui tendre une main qu'elle va saisir. Oui, c'est ça. Oui, parce que avant on disait souvent homme propose, femme dispose. Quoi. C'est un peu juste, mais vous proposez pas. Oui, oui. Vous avez renversé le dicton. Vous m'avez dit, moi j'aime bien que ce soit les femmes qui viennent vers moi et puis comme ça, je suis en sécurité pour être sûr que la personne qui est en face de moi veut bien de moi. Oui, voilà. Souvent j'attends longtemps avant que ça aille un peu plus loin, même l'amitié. Mais est-ce que vous pensez vraiment, Manuel, que vous prenez votre temps ? Parce que vous me dites j'attends. Donc déjà vous avez cette idée que ok, j'ai rencontré cette femme, on s'entend bien, mais vous visualisez déjà finalement l'étape d'après. Vous profitez peu de l'étape que vous êtes en train de vivre à ce moment-là. Oui. Ça vous laisse sans voix. Non, mais... Parce que vous m'avez dit plusieurs fois... qui m'ont dit on peut prendre un café, puis après je les revois, puis comme si de rien s'était passé, elles me disent rien. Alors, est-ce que je fais pas assez ? Est-ce que j'aurais dû accepter ? Qu'est-ce que vous voulez dire par elles me disent rien ? Elles acceptent quand même de vous revoir. Oui, alors donc il y a une attache possible de faire quelque chose. C'est que déjà, elles vous redonnent rendez-vous. Oui. Donc ensuite, qu'est-ce que vous voulez dire par elles ne disent rien ? C'est-à-dire, je n'ai pas accepté comme le café me fait du mal, donc j'aurais dû dire, je vais prendre un chocolat, tout ça, j'ai été bête. Ça veut dire quoi, vous n'avez pas accepté le café ? Vous avez refusé l'invitation ? J'ai fait une bêtise peut-être. Non, mais vous l'avez refusé l'invitation, Manuel ? Oui. Vous voyez. Donc effectivement, là, si vous refusez les invitations ou les perches qu'elles vous tendent, forcément, finalement, ça tourne court, votre histoire. Et puis je vais vous dire, Manuel, quand on vous invite pour un café, c'est pas pour boire un café.
Oui, bien Je veux dire, même si la personne boit un café, hein, on s'entend. Le café est une excuse. Oui, voilà, ouais. Donc, soit pour discuter de choses, oui, c'est le café, c'est une excuse. Elle pourrait vous inviter à prendre une tisane. Moi, je prendrai un chocolat avec elle. Si je peux pas prendre de café, voilà, je lui dirai. D'autant. Mais alors, demain, vous avez rendez-vous? Non, mais je la vois un peu tous les jours, pourtant presque. D'accord. Si je la vois demain, je lui dis, je vais prendre un chocolat avec toi, je t'invite, c'est moi qui t'invite, voilà. Mais alors ça veut dire, Manuel, que cette femme que vous voyez un petit peu tous les jours vous a invité à prendre un café avec elle, que vous avez décliné, mais qu'en fait vous auriez bien aimé accepter. Oui. Bon, vous allez pouvoir vous rattraper. Ouais, non, mais de toute façon, le café, ça peut être autre chose. Hein, Mais le café, c'est une excuse. Non, mais ce qu'elle avait envie, c'était de passer un moment avec vous, de vous retrouver. Vous l'avez pris au premier degré. D'accord, donc on est sur une invitation. Donc une invitation, on va pas vous dire directement pourquoi elle a envie de vous revoir. Elle utilise un subterfuge. Donc là, vous avez quand même le moyen de vous rattraper, puisque vous allez la voir demain, et de lui dire, écoute, j'ai bien réfléchi à ta proposition, et c'est une excellente proposition, et j'irais bien boire un chocolat avec toi. Oui, rattraper les choses, c'est là où on est où on fait pas mal d'efforts, où c'est positif. Ça fait comme c'est comme Marseille qui était mené 2-0 et qui a eu 3-2 à la fin hier soir. Bon, quand on rattrape, c'est très bien. Et puis vous serez encore plus fiers de vous. Parce que vous allez vous dire, mince, la marche est un peu haute, mais finalement, je l'ai montée. Vous savez quoi? Je vais vous lire un message, parce qu'il y a des messages qui arrivent pour vous, Manuel. Alors, on a Jacques qui vous dit, Manuel, il semble que vous devez faire l'effort de briser votre cocon, rencontrer dans la vraie vie, et de moins intellectualiser vos envies. La bonne rencontre se fera dans la durée et avec patience. Ne vous montrez pas trop empressé et agissez sereinement. Bon courage à vous. Je suis assez d'accord avec Jacques, c'est que je vous trouve assez empressé, Manuel. C'est comme si vous aviez une montre qui tourne et que vous aviez vraiment un timing à respecter, alors que, vous savez, dans les histoires d'amour, vous savez pas du tout, vous savez où ça commence, vous savez pas où c'est fini, hein. Oui. Donc, c'est pas vous qui écrivez le scénario, et il s'écrit quasiment tout seul au fur et à mesure. Oui. Et alors, on a Valet de cœur qui vous dit « Le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier ». Il a mis 3 points d'exclamation. Prenez le temps de la séduction. Et encore 3 points d'exclamation. Vous voyez qu'il s'agit de prendre son temps, que ce soit Jacques ou Valet de cœur ou moi-même, on se rend bien compte qu'il y a c'est un peu comme si vous couriez, Manuel. Des fois, je prends mon temps quand même, mais j'ai tendance à être pressé, même intérieurement en tout cas. Oui, c'est ça. Mais pressé de quoi? Qu'est-ce qui vous met dans une telle urgence? Ouais, pourtant, il n'y a pas d'urgence, je vois pas. Ouais, c'est pas... Pourtant, vous voyez, on a tous ressenti ça finalement, ce côté un peu empressé. D'accord. Ouais. Donc il y a vraiment c'est quelque chose qu'on ressent en fait. Donc vous ne prenez pas votre temps. Puis alors si in fine, ce que vous désirez, c'est finalement avoir une relation intime avec une femme. Je peux vous dire qu'en matière, on parlait de romantisme, d'élégance, d'abord, comment vous allez l'aborder. Évidemment qu'il faut prendre son temps. Bien sûr. Je suis pas toujours comme ça, c'est parce que je suis émotif à la radio. Hein, c'est pas. C'est surtout ça. Hein, c'est pas. Ouais. Donc là, vous allez la revoir demain. Donc là, vous avez une occasion en or. Oui, c'est vrai, oui. Cécilia, oui. Ouais. Là, il va pas falloir, effectivement. Parce qu'en plus. Là, faudra pas, comment dire, c'est comme mettre des bâtons dans les roues. Faudrait pas que j'ai de barrière ou de choses comme ça, non. Mais d'autant qu'elle vous a quand même grandement facilité les choses, Manuel. Elle vous a invité. Oh là là, une femme qui vous invite, dis donc, ça se refuse pas normalement. C'est pourtant ce que vous avez fait. Oui, mais c'est ma bêtise, ça c'est je suis Elle normand, vous fait peur, cette femme? C'est pas pour rien que je suis normand, parce que... Ils sont têtus, les Normands, non? Oui. Ah oui, hein. D'accord. Mais là, il va falloir être têtu dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir persister.
Oui, c'est ça. Puis, alors, vous savez quoi ? Attendez, il y a des femmes qui sont troublées ou peuvent laisser leur numéro, mais oui, je comprends bien. Ouais. Manuel, j'ai un message de Cathy. Alors là, c'est intéressant parce que Cathy est une femme. Alors, remarquez, valet de cœur, je ne sais pas. J'en avais déduit que c'était un homme. Bon. Alors, Cathy vous dit, peut-être que Manuel met la charrue avant les bœufs. Oui. Ah, déjà, vous voyez que ça se rejoint. Est-il sincère avec ses prétendantes ? On peut très bien boire un café ou un chocolat, mais surtout énoncer sa recherche de l'âme sœur. Bon courage et patience à Manuel. Oui. Chaque pot a son couvercle. Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc, j'imagine bien qu'effectivement, votre impatience naît aussi du fait que vous vous sentez seul, que vous vous sentez isolé et que c'est pas très agréable. Mais dans le même temps, vous voyez bien que vous participez quand même grandement à cet isolement, à cette solitude. C'est pas tant que vous ne trouvez pas de femme pour partager des moments avec vous, c'est que vous êtes quand même très en retrait et très gêné aussi par votre timidité. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez aussi regarder les choses d'un certain angle en disant oui, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de femmes seules, il n'y a pas beaucoup de prétendantes, il n'y a pas beaucoup de gens que je peux rencontrer. Puis vous pouvez aussi les regarder en disant mais il y en a peut-être beaucoup plus que je ne crois, c'est juste moi qui finalement ne les vois pas. Oui, c'est ça, c'est comme si on avait un mauvais rayonnement, puis elles le sentent. Hein. Elles sentent que vous... Alors, être timide, c'est pas un défaut, Manuel. C'est vraiment pas... Moi, franchement, être timide, c'est pas quelque chose qui est à ce point-là embêtant. C'est embêtant quand on pense que c'est embêtant. Être timide, ça se désamorce dès le départ. Quand on dit à quelqu'un de manière authentique, c'est peut-être un peu compliqué pour moi parce que je suis timide. Alors ça, en général... c'est quand même une approche qui déclenche un peu de bienveillance vis-à-vis des femmes enfin, en tous les cas, j'imagine celle avec qui vous allez prendre votre chocolat, puisqu'elle vous a déjà réinvité. Donc c'est que voilà, de lui dire déjà de poser ça, vous voyez, se dire ça, c'est fait, c'est dit. J'ai pas besoin de passer tout le moment que je vais passer avec elle à le masquer. Ah oui. Parce que c'est ça le problème, c'est avoir l'air de pas être timide quand on est timide. Franchement, c'est se mettre une balle dans le pied. Oh oui, non. Donc dire je suis timide et c'est pas forcément très simple pour moi, mais je suis ravie d'être avec toi et de prendre ce moment avec toi. Ben, vous vous dites bon ça c'est dit, elle sait déjà que je suis timide. Ah oui, je pourrais lui dire ça. Ben oui, elle sera pas surprise si je réponds pas, si je réponds à côté, si je réponds mal, si je bafouille. Vous voyez, elle saura pourquoi je fais ça. Je lui ai dit que j'étais timide ou très sensible. Vous m'avez dit je suis très émotif. Bon c'est aussi quelque chose que vous pouvez dire, de dire ce n'est pas mon élément le plus favorable que d'avoir un rendez-vous avec une femme que je trouve par ailleurs délicieuse, voyez. Oui. Parce que je suis quelqu'un de timide, assez émotive, et malheureusement, ça peut me jouer des tours. Puis vous l'avez dit, ça y est, c'est dit. Et comme ça vous permet d'être vous-même. Et pas passer tout le temps avec elle à essayer de cacher ça. Oui. Parce que c'est pas vous, et moins vous serez authentique, et plus vous allez, plus ça va être compliqué, quoi. Plus vous allez vous dire, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas ça, c'est pas sur ce chemin-là. Je pense qu'il faut que vous alliez, Emmanuel, sur un chemin où vous acceptez qui vous êtes, et vous vous acceptez pleinement. Oui. Et si ça peut vous permettre d'accepter l'autre aussi pleinement, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle une vraie rencontre. Ah oui, voilà. Vous avez Bob le timide qui dit, comme quoi vous n'êtes pas seul, Manuel. Je me reconnais un peu dans le témoignage de Manuel. Allez-y, foncez, 3 points d'exclamation. Oui. Donc, et puis il y a Eva qui dit, alors je vous le dis, vous êtes un chaud lapin, drôlement pressé. Oh, alors, oui, mais non, mais Manuel. Non, quand même pas. Non. Oui, mais Manuel, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'Eva, comme Cathy, ce qui les interpelle, c'est que vous êtes pressés. Et je me dis que forcément, les femmes que vous rencontrez en vrai, Manuel, celles que vous allez rencontrer demain par exemple, c'est quelque chose qu'elles pourraient ressentir. Et ça serait dommage parce que
Quand elle vous invite à prendre un café, elle vous invite à prendre le temps de se découvrir. Bah oui, c'est ça. Oui. Oh oui. Bon, bah. Donc, ralentissez. Oui. Construisez un mur. Rappelez-vous, c'est une brique et une autre brique au-dessus. D'accord ? Le mur n'apparaît pas en entier d'un seul coup. Oui, je comprends. Demain, si je la vois, je lui dirais, si tu veux, moi je prends un chocolat, je peux pas prendre de café, mais ça me ferait beaucoup plaisir. Tu m'as invité. Maintenant, c'est moi qui t'invite. Absolument. Et puis, voilà. Et ça me ferait très plaisir de passer un moment avec toi. Ah oui. Ça sera votre première brique, Manuel. Ah oui. D'accord. Je crois. Oui. Je vous souhaite une très très belle nuit, Manuel. Moi aussi, Cécilia. Merci de votre témoignage et de votre confiance. Au revoir, Manuel. Au revoir. RTL 2021, 40 tubes réunis sur 2 CD. C'est la parfaite bande-son de votre été. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, votre moment d'échange et de partage. L'antenne d'RTL vous appartient jusqu'à minuit au 09 69 39 10 11. Et c'est un numéro non surtaxé. Si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions, contribuer à cette chaîne de solidarité que forment les auditeurs de Parlons-nous, envoyez-nous un SMS avec le code RTL au 64 900 35 centimes par SMS ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir André. Bonsoir. Ravie de vous accueillir sur RTL, André, je vous écoute. Merci beaucoup. Écoutez, je suis sous un choc particulier parce que dans la table de nuit, en cherchant un petit réveil par hasard, tout à l'heure, j'ai trouvé 2 cartouches de gros calibre. Oui. Voilà. Qui appartiennent à qui ? À mon mari. D'accord. Il a un fusil, votre mari ? Il est chasseur. D'accord. Oui, mais là, je connaissais rien, moi, dans les armes. Du coup, quand j'ai vu ces 2 cartouches, au début, j'ai cru que c'était des vieilles cartouches vides. Puis j'ai vu que c'était pleine. Puis j'ai regardé sur Internet ce que c'était, parce que j'y connais rien. Ouais. Et puis c'est là que j'ai vu que c'était pour gros gibier, quoi. D'accord. Il est où, votre mari, là ? Il est dans son lit. D'accord. Dans notre lit, que j'ai quitté depuis quelques jours, parce que déjà, j'étais mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il est très dépressif. Je sentais qu'il n'était pas bien, mais j'avais une peur que je peux pas expliquer. Et là, voilà, j'ai encore plus peur, forcément. Oui, mais parce qu'il dit des choses, votre mari, qui sont inquiétantes. Non, il ne dit plus rien, justement. Il ne dit plus rien. Il a été extrêmement violent dans son vocabulaire pendant des années. J'ai 69 ans, donc voilà. Vous êtes mariés depuis combien de temps ? Marié, je sais plus, mais enfin, on est ensemble depuis 40 ans, on va dire. Oui. Voilà. C'est un très longue union. Oui. Mais en revanche, ça faisait un moment que... Ça faisait quelques semaines que ça allait pas bien pour lui. Et je me sentais pas bien avec lui. Et il me faisait plein de reproches et tout. Donc j'avais décidé de... Et puis j'avais d'autres problèmes personnels avec ma mère, enfin bref. Donc j'étais bien de dormir seule. Et quand vous dites, André, qu'il vous faisait des reproches depuis quelques semaines, c'était nouveau, il n'en faisait pas avant ? Oh non, ça, les reproches, c'est toujours. Là, il n'en faisait plus, justement. D'accord, donc il n'en faisait plus depuis un moment ? Je saurais plus vous dire, là. C'est pas comme ça que... c'est moi qui ai décidé d'aller dormir, enfin, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'ai été obligée de partir. Et quand je suis revenue, comme je m'occupais de ma mère, j'étais seule forcément. Oui. Et quand je suis revenue, j'ai dit non, je veux plus que tu me reproches de, je sais pas, enfin vous voyez tous les bruits qu'on peut faire quand on dort, tout ça, me réveiller, me donner un coup de coude, voilà, ça je supportais plus. Enfin c'est pas grand chose, mais mais comme je dormais pas tranquille, donc j'avais trouvé le sommeil, donc je voulais garder mon sommeil, voilà. D'accord. Oui, mais comme vous vous occupiez de votre maman pendant le même temps, j'imagine qu'effectivement, vous aviez aussi besoin de... Tout à fait. Et puis là, je commençais à sortir de la tête de l'eau parce que, voilà, ma mère est rentrée dans un EHPAD, c'était très compliqué. Ça fait 3 mois que c'est extrêmement compliqué pour moi parce que, elle est dans le déni, dans plein de choses, dans plein de problèmes. Et là, ça fait 15 jours, on va dire que
que j'avais plus la boule au ventre en allant la voir à l'EHPAD. Oui. Parce qu'elle y est bien. Bien géré avec l'équipe. Oui. Ils ont été vraiment formidables avec moi. D'accord. Et je commençais à être soulagée. Et puis là, alors mon mari, peut-être il a souffert aussi de mon absence, tout ça, j'en sais rien. Hein. Vous avez été absente combien de temps ? Je suis allée beaucoup. Elle était loin, elle était à 800 km. Elle était seule. Et là, c'est vrai que j'ai été absente une fois, ces derniers temps, 3 semaines, puis 1 mois et demi, tant qu'elle était au CHU. Et vous en avez parlé ? Je l'ai rapatriée près de chez moi, quoi. Et vous en avez parlé avec lui ? Il vous l'a dit qu'il se sentait seul et que c'était compliqué pour lui ? Pas trop. Je l'appelais beaucoup au téléphone quand j'étais absente. D'accord, oui, donc vous avez gardé le contact. Oui, tout à fait. Bon, il a dit qu'il voulait parler quand j'allais revenir, tout ça. Bon, vous saviez de quoi ? Obsédé par les relations sexuelles, mais moi, c'était vraiment pas bon. Alors, ce que je lui ai proposé, parce que il y avait eu plein d'antécédents, un peu négatifs, on va dire. Je lui ai proposé on a fait un week-end sympathique à l'extérieur de la maison, où tout s'est très très bien passé. J'ai fait tout organiser, tout payé aussi, tout voilà. Et puis là, on s'est retrouvés, donc j'étais heureuse parce que voilà, c'était bien. Sauf que je lui dis, moi, pas dans le lit conjugal, parce que j'ai trop de mauvais souvenirs et il faut trouver d'autres idées, il faut trouver des sorties. Oui. Est-ce que ça lui convenait ? Parce que finalement, ce que vous proposiez, c'était un peu comme ça, un peu de créativité, quoi, dans votre vie intime. Oui, faire autre chose, faire ensemble des choses, parce que ça, on faisait plus rien ensemble. Oui. S'il avait eu ces 2 jours-là que j'ai proposé, il a eu l'air heureux. C'était quelque chose dont je rêvais. Une petite balade pas loin, mais j'avais réservé un hôtel, des activités, des trucs, et un bon restaurant, tout ça, tout ce qu'il aimait. Et puis depuis, j'ai reproposé d'autres choses, mais il a tout refusé. D'accord. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est dépressif, parce qu'il avait lui plein d'autres projets dans sa tête qui ont tous échoué à cause du Covid. D'accord. Des choses de groupe, Et donc tous ces projets pour lesquels c'était sportif, si vous voulez, on va dire, je ne vais pas aller dans les détails. Tous ces projets sont tombés à l'eau. C'était pour l'automne et tout tombe à l'eau. Et donc là, il était complètement effondré. Oui. Il travaille pour ça depuis 2 ans. Oui. Il travaille. Il est à la retraite, mais voilà. Oui, non, mais c'est aussi probable, effectivement, que le fait que comment dire, quand tout ce qu'on projette, finalement, ne se fait pas, il se peut que derrière se crée, en plus le Covid a déclenché quand même pour beaucoup de gens, une angoisse, une relativisation un peu du sens de la vie. Tout à fait, oui. Ouais, et en ayant des projets qui sont quand même, si j'entends aussi, des projets où il était en contact avec d'autres. Oui, voilà. Donc c'est beaucoup d'autres. Voilà, donc c'est des projets où vous êtes en relation, en interrelation avec d'autres individus. Oui, c'était du travail d'équipe. Voilà, et tout ça n'aura pas lieu, donc finalement ça confronte les gens souvent à une grande solitude. Et quand on est retraité, c'est pas un élément qui permet d'aller bien, la solitude. Mais ça, je sentais, vous voyez, cette dépression-là, je la sentais monter, et puis voilà. Avec justement vous dites, je la sentais monter, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous vous êtes rendu compte que les projets qu'il avait ne se feront pas, vous avez senti effectivement que son moral était en train de chuter ? Ah, complètement. Il est devenu... alors, si vous voulez, quelque part, au début, j'étais contente parce que il y avait plus, parce que son caractère habituel, c'était plutôt quand même beaucoup, facilement des injures, facilement des injures. Ah oui, à votre égard. Ah oui, mais ça fait depuis toujours. Mais enfin bon, quelque part, alors du coup, si vous voulez, j'avais une espèce de tranquillité interne. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Oui, je me sentais presque heureuse il y avait plus de grossièreté, plus d'injures, plus de gestes violents, pas à mon égard les gestes violents, mais des objets qui cassaient, tout ça. Et là, j'étais heureuse de ce calme bienfaiteur. Je me disais, c'est bien. Et puis en fait, non, ça cachait tout ça, quoi. Ça cachait cette angoisse, parce que moi, je me disais, ça y est, je vais pouvoir avoir le droit de vivre normalement.
voilà, je vais pouvoir dormir sans me faire cogner ou insulter parce que je fais un bruit nocturne ou quoi que ce soit, quoi. Mais en même temps, là, j'ai compris que c'était pas normal, en fait. Qu'il était plus dans son élément. Et qu'il était particulièrement angoissé et son père s'est suicidé. Hein. Je voulais quand même vous préciser ça. À quel âge? À 74 ans. D'accord. Donc, 4 ans de plus que nous, quoi. Oui. Oui, donc ça veut dire qu'aussi pour lui, il y a quelque chose... il arrive vers une période de vie qui est compliquée. Oui, parce qu'il y a ce manque d'intérêt à tout. Ouais. Vous avez un médecin de famille, André? Alors, on ne l'a plus, parce qu'ils sont tous partis à la retraite. Oui. Donc, on a choisi chacun un différent médecin de famille, enfin de traitant. Oui. Moi, j'en ai choisi un. Justement, j'y ai pensé, l'appeler, mais j'étais perdue. Aujourd'hui, j'étais perdue. J'ai appelé le maire, quand même, à qui j'avais déjà envoyé un message une fois parce qu'il m'a rencontré dans un chemin où j'étais me promenais mon chien, mais j'étais vraiment en larmes. Et il comprenait pas. Mm-hmm. Et il m'a dit, mais André, qu'est-ce qui t'arrive? Et je dis, ça va pas. Puis après, j'ai envoyé un texto. Je pouvais pas y expliquer comme ça. J'ai envoyé un texto pour lui expliquer que j'étais pas rassurée, que je trouvais mon mari pas bien. Ouais. Et puis après ce soir, là, je lui ai renvoyé un texto en lui disant qu'il fallait qu'il m'aide, parce qu'il fallait qu'il m'aide à cacher des armes aussi, parce que moi j'ai peur d'avoir ces armes dans la maison. Ouais. Et il y en a d'autres ailleurs, hein, mais il y en a au moins 3 dans la maison déjà. Et bon, voilà. Il a des amis, votre mari? Mes amis sont loin. Enfin, j'ai une amie, là, elle est dans un deuil, donc la seule amie proche que j'ai, elle vient juste. On était aux obsèques juste avant que je trouve les cartouches, les fameuses cartouches. Et après, mes autres amis sont loin, donc je leur ai mis un message. Et lui, il a des gens... directement, quoi. Mais est-ce que lui, il y a des gens à qui il fait confiance? Mais lui, il n'a plus d'amis, justement. C'est ça. Si vous voulez, c'est pour ça que je disais qu'en fait, pour sa mère, elle était parano. Hein. Elle est morte paranoïaque. Ouais. Son père est mort, s'est suicidé. Voilà, vous voyez, il y a un peu deux symptômes très très forts que je retrouve. Son père complètement déprimé et sous antidépresseur, mais c'est quand même suicidé. Bon, le Prozac, peut-être chez quelqu'un d'âgé, c'était peut-être pas idéal, j'en sais rien. Enfin bref. Et sa mère a fini à l'hôpital psychiatrique pour paranoïa. Et là, moi, je retrouve, parce que si vous voulez, il n'a plus d'amis. Et il s'est fâché avec... on a 4 enfants, il s'est fâché avec les 4 enfants. D'accord. Enfin, donc vos enfants ne lui parlent pas? Mon fils, il est diplomate, on va dire. Bon. Oui, il arrive les filles, non, elles ne lui parlent plus. D'accord. Même, elles considèrent même plus que c'est leur père, quoi. Ah oui. Ah ouais, c'est... Parce qu'il a été dur avec elle? Ah oui, très. Et si vous voulez, alors moi je disais il est égocentrique, mais en fait je crois que c'est plus que ça, quoi. C'est... Et vous, André, dans tout ça? Ben moi j'ai justement, là j'avais un calme apparent qui me satisfaisait à peu près, en fait. J'étais... moi le silence ça me gêne pas, même qu'il parle pas à table, tout ça me gênait pas. Moi je pourrais vivre dans un monastère, ça me gênerait pas, je crois. Mais moi ce que je supporte pas, c'est le vocabulaire, tout ça. Bah oui, André, quand je dis vous, c'est quels soins prenez-vous de vous? Ben moi je prends soin de moi quand même, oui. Je prends soin de moi, j'ai un équilibre, je fais du sport, je nage beaucoup, j'ai une piscine, je promène mon chien, je fais du jardin, j'ai des amis, j'ai des associations dans lesquelles je travaille. D'accord. Donc c'est lui qui est très isolé, pas vous du tout. Comment? C'est lui qui est très isolé, pas du tout vous. Ah non, moi je suis pas isolée. Hein. Non, moi je suis pas isolée du tout. Non, moi j'ai beaucoup d'amis. Enfin, beaucoup d'amis, non, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai quelques bonnes amies, quelques garçons amis aussi, 2. Et puis je travaille dans des associations contre l'illettrisme. Dans l'EHPAD de ma mère, je travaille avec les petits frères des pauvres pour aller visiter d'autres personnes qui n'ont personne. Enfin bon, voilà, non, je suis oui, mais vous voyez, vous êtes comme ça, bonne samaritaine, André, mais là, vous n'y arriverez pas seul. Et c'est ça. Là, ce que je voudrais, c'est surtout éviter, parce que il y a déjà eu un problème une fois.
Quel problème? Et j'ai eu très peur parce qu'il avait sorti le fusil, etc. Un autre fusil, hein, pas ceux qui sont ici. Et j'ai appelé les pompiers. D'accord. Parce que j'ai eu peur qu'il se suicide. Sauf qu'avec les pompiers sont arrivés les gendarmes. Et là, il m'en a voulu à mort parce que les gendarmes, pour lui, c'est la condamnation, c'est je sais pas quoi. Et là, j'ai dit au maire, surtout pas de vagues, surtout rien. Donnez-moi des conseils, mais André, sans appeler les pompiers. Oui, mais André, qu'il soit en colère et qu'il ne veuille pas de vagues, effectivement, il regarde les choses, il est déconnecté à ce moment-là de la réalité. C'est-à-dire qu'il ne réalise pas à quel point quelqu'un d'armé, c'est forcément effrayant et inquiétant, et que c'est absolument naturel. J'imagine que vous étiez toute seule chez vous avec lui. Donc c'est absolument naturel d'appeler des gens de l'extérieur pour faire un peu, comment dire, ils viennent surtout pour temporiser. Plus. Non, mais il était tout seul avec son arme. Ah, en plus. Il n'était pas à la maison à ce moment-là. Oui. Mais moi, je savais qu'il était avec son arme. Oui, mais vous voulez le protéger, donc que lui ne voit pas les choses comme ça. Effectivement, c'est pas très surprenant, parce qu'effectivement, je pense que à ce moment-là, il n'est pas dans la réalité. Mais aujourd'hui, encore une fois, vous ne pouvez pas l'aider sans aller contre, d'une certaine manière, ce que lui veut ou ne veut pas. André, vous ne pouvez pas affronter ça toute seule. Attendez, je réfléchis. Je ne peux pas l'aider sans aller contre. Oui, c'est-à-dire que pour pouvoir l'aider, il va falloir à nouveau faire quelque chose qui va très certainement lui déplaire. Ouais. Que quelqu'un d'autre, comme le médecin ou peut-être ce maire, se déplace et vienne discuter avec lui. Pas sûr qu'il apprécie, effectivement. Mais je pense que... Ça va être dramatique même. Oui, mais le problème, c'est que là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas... il ne vous parle pas. Il ne vous écoute pas. Vous me dites qu'il y a plusieurs armes, donc il peut très facilement mettre fin à sa vie. C'est juste... C'est pas possible, André. Vous ne pouvez pas gérer ça toute seule. Voilà, alors ce que je pensais, les 3 armes qui sont ici, déjà, j'ai proposé au maire d'essayer de me trouver une solution pour les mettre à l'abri. Oui. Bon, j'ai pas le droit de les transporter, mais bon, je pense que sous le couvert du maire, j'y arriverai. Oui. Après, j'ai pas trouvé de cartouches dans la maison, autre que ces 2-là, mais il y en a sûrement peut-être, je peux pas savoir, faut que je farfouille. Et moi, je connais rien, je sais pas quelle cartouche ou dans quelles armes. Après, c'est sûr qu'il a un autre fusil au minimum, parce qu'on a des animaux là où il y a des animaux, quoi. Et peut-être 2, parce que je ne sais plus du tout combien il y en a au total. Oui, mais André, là, vous êtes inquiète, et à juste titre. Donc, ça a tout son sens, par exemple, effectivement, de prendre un rendez-vous, de discuter avec votre médecin, et de lui dire qu'il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un se déplace et vienne lui parler. Il faut absolument que quelqu'un puisse... C'est ce que j'ai fait la dernière fois quand j'avais eu très peur. J'avais appelé un médecin qui était notre médecin commun, qui était à la retraite, qui est venu gratuitement puisqu'il était à la retraite, et qui est arrivé à le calmer. Il a parlé avec lui pendant 1 heure. Oui. Il est arrivé à le calmer, mais là, je pense, monsieur, maintenant il a déménagé, il n'est plus là. Et là, nous n'avons plus le même médecin. Oui, mais vous avez confiance, il est gentil, votre médecin? Comment? Vous avez confiance dans votre médecin, ça se passe bien? Le mien, oui. Oui. Donc, le mien, oui, mais sauf que le mien... ouais, si, j'ai tout à fait confiance, mais j'ai peur que... Je pense que c'est moi qui... Oui, mais là... Comme c'est pas le même, si vous voulez. Oui, j'entends, André, mais là, il faut que quelqu'un lui parle. Oui. Il faut absolument que quelqu'un arrive d'une manière ou d'une autre à déverrouiller. À mon maire en disant, donnez-moi des... Je lui dis, donnez-moi des coordonnées de psy, vous voyez. Mais un psy, il va pas se déplacer. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas immédiatement mis sur cette piste, parce que le psy, ça veut dire que ça va être à votre mari d'aller le voir, et effectivement, ça, à mon avis, voilà, ça risque pas d'arriver. Il considère que c'est nous les méchants, enfin, on n'est pas gentils. Vous voyez, ses amis sont pas gentils, les enfants sont pas gentils, moi je suis pas gentille. Voilà, si tu étais gentil, il m'a dit avant-hier, il m'a dit oh mais t'es pas gentille. Et je dis mais je suis pas gentille, ça veut dire quoi? Je couche pas avec toi. Mais non, j'ai pas envie de coucher avec quelqu'un comme ça. Voilà.
Non, mais là, vous voyez que de toute façon, encore une fois, comment dire, il s'écarte de la réalité. Il voit les choses d'une certaine manière qui lui sont totalement propres, mais vous ne pouvez pas aller dans le sens de quelqu'un qui n'est plus dans la réalité. Heureusement, vous êtes dans la réalité. Et actuellement, ce qui me semble le plus judicieux pour que ce ne soit pas non plus très compliqué vis-à-vis de lui, et je pense que oui, effectivement, il lui faut quelqu'un en face de lui qui arrive à déverrouiller la parole. Donc, je vois... Alors, ça peut être effectivement si votre mère est d'accord pour se déplacer, parler avec lui. Mais comme il n'aime pas notre mère... Ah oui, alors c'est peut-être moi, choisir. J'ai confiance en lui, mais lui, voilà, il donc faut le peut-être. Déteste, alors. Ouais, ah oui, voilà. Donc faut peut-être choisir. Mais plus je vais moi, vous dire. si vous voulez, ça a été mon réflexe pour la sécurité. Oui. Parce que je me suis dit, le maire, bon, il peut expliquer à la limite aux gendarmes sans que les gendarmes interviennent, mais qu'ils soient quand même au courant. Vous voyez ce que je voulais dire? Oui, absolument. Garder un peu de sécurité, que le maire prévienne. Mais qu'il n'y ait pas le gros débarquement avec les gyrophares, quoi. C'est ça. Mais je pense aussi que ce qui est intéressant, si vous arrivez à faire que le médecin se déplace, ça serait quand même d'évaluer l'état psychique de votre mari. Ça, je pense que c'est vraiment primordial, là, à ce niveau-là. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Et pour poser un diagnostic, alors je ne dis pas que les médecins généralistes sont comme des couteaux suisses et peuvent absolument tout faire, mais malgré tout, il a forcément une compétence que quelqu'un d'autre n'aura pas, et il aura beaucoup plus l'œil pour voir si effectivement il faut vraiment faire quelque chose pour votre mari. Ça peut être quelque chose qui lui déplaise. Mais bon, encore une fois, quand vous n'êtes pas dans la réalité, dans son monde à lui, effectivement, beaucoup de choses lui déplaisent. Mais vous ne pouvez pas vous caler sur le monde de quelqu'un qui va pas bien et qui est qui n'est pas où il y a une distorsion, quoi. Oui, je vous entends complètement, mais j'ai peur, quoi, d'agir comme ça. Mais vous avez raison d'avoir peur, parce qu'effectivement, c'est pas un agissement... Ça va être toute la vie, hein. Oui, mais parce que de toute façon, vraisemblablement, encore une fois, quand vous êtes hors champ du réel, il va s'opposer à ce que vous considérez comme du soin et de l'attention. Il va effectivement l'appeler comme de la malveillance. Oui, exactement. C'est comme ça la dernière fois, hein. Bon, je vous dis, j'ai appelé du coup notre ancien médecin et qui a fait ce qu'il a pu. Il a calmé le jeu, on va dire, mais après il n'y a pas eu de suite, quoi. C'est ça. Et je pense que là, véritablement, ça, il y a 1 an à peu près. Oui, non, mais véritablement, André, là, il faut une suite. Votre mari, il va pas bien. C'était déjà une histoire d'armes. Hein. Oui. Il n'y avait pas les cartouches dans la table de nuit, mais c'était déjà une histoire d'armes. Et en fait, je l'avais fait pour le protéger complètement. Moi, j'étais pas en cause du tout, là. Et là, il l'a pris, mais mal. Il m'en veut toujours. Il me dit, mais t'appelles les flics contre moi. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. J'ai quand même l'impression, André, que votre mari se sent assez persécuté. Oui, mais ça, c'est sûr. C'est depuis longtemps, en fait. Voilà. Et donc, je pense que vraiment, quand vous dites ça n'a pas été plus loin, je pense que vous touchez du doigt quelque chose qui est que il est absolument nécessaire, à mon sens, que ça aille plus loin. Vous savez, sa maman était paranoïaque et on en a beaucoup souffert. Ouais. Mais alors, je sais pas du tout s'il y a de l'hérédité dans ce genre de choses, j'en sais rien. Alors, je vous dis, son père s'est suicidé par dépression profonde et sa mère a fini gravement paranoïaque, quoi. Et franchement, moi, je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir des liens, mais maintenant, quand je vois les choses, parce que quand je repense au passé, en fait, il a toujours pensé que les autres lui en voulaient, voilà. que les autres n'étaient pas gentils. Mais c'est pour ça, André, que je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Je vais vous lire le message de Jacques qui rejoint un peu notre analyse, André. Il écrit, André, la situation est périlleuse. Contactez au plus vite votre médecin et faites diagnostiquer votre mari.
Il semble dans une situation de renfermement inquiétante. Bon courage à vous. Oui, je pense vraiment que là, il y a quelque chose. Comment dire, vous ne pouvez plus l'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez plus l'écouter, qu'il soit content, pas content. Là, vous êtes obligé, vous êtes dans le réel, vous êtes obligé de prendre les choses en main. Et puis j'ai Stéphane qui vous dit que s'il a laissé 2 et non pas une cartouche dans sa chambre, c'est pour que vous les trouviez. C'est un appel au secours. Écoutez les conseils de la psy. Vraiment. Je pense que c'est tout à fait juste. J'ai vu 2, j'ai pensé une pour lui, une pour moi. Enfin, une pour moi, une pour lui, quoi. Là, la meilleure option, vous avez déjà fait la première partie, André, c'est de demander de l'aide aux mères, et je trouve que c'est une très bonne chose pour une aide pratique. Et maintenant, il faut une aide psychologique. Et là, il n'y a que le médecin qui va pouvoir faire quelque chose. Là, c'est impératif. Honnêtement, André, qu'il aime pas, encore une fois, vous ne pouvez pas vous caler. Il va m'en vouloir à mort. Oui, mais de toute façon, vous en voudrez à mort, André, si vous ne le faites pas. Donc, de toute façon, effectivement, ça va être compliqué. C'est vraiment ça, quoi. Mais je tout en l'air, quoi. Mais oui, non. Je pense qu'ensuite... J'aurais voulu essayer de... Il faudra une suite, André. Il faudra une suite, et la suite, elle sera faite par des médecins. Je pense que c'est impératif. Je vais vous laisser, malheureusement, je dois rendre l'antenne, André. Oui, je suis vraiment navrée. Merci. Vraiment, bon courage. C'est difficile parce que... Oui, c'est difficile. Je sais, contactez votre médecin, vraiment. Oui. D'accord? Rappelez-nous pour nous dire ce qu'il en est. Ah oui, d'accord? je veux bien, oui. Je pourrais. Mais bien sûr, je suis là demain, après-demain et la semaine prochaine. Oh, mais je vous rappellerai quand j'aurai eu le médecin. D'accord, avec grand plaisir. Ça m'aidera. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très vite. À très vite, André.